Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus, vous qui nous rejoignez pour cette 4e conférence et aussi pour fêter notre 10e anniversaire de Cordoba. Merci à la paroisse de Saint-Mandé de nous accueillir. Merci à nos conférenciers qui, par leur amitié et leur savoir, nous aident à mieux connaître les origines, l'histoire et le contenu de nos 3 religions monothéistes, ce qui les rapproche, mais aussi ce qui les oppose, hélas, trop souvent. Par notre écoute et par notre partage, parce que vous pourrez poser des questions à la fin, nous pouvons comprendre la parole de Dieu. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà, merci. Je voudrais remercier principalement Régis, notre président que vous venez d'entendre, et bien sûr Michel Haïm, qui est à l'origine de cette association il y a déjà pas mal d'années et qui travaille énormément pour tout ceci. Et Michel, sans qui cette organisation ne pourrait pas faire fonctionner. Nous espérons dans le futur pouvoir organiser toujours des conférences du même niveau, donc avec des chercheurs, des intellectuels, des professeurs d'université, toujours en fonction des différents thèmes que nous aborderons, ceci pour notre plaisir à tous. Alors je vous remercie, ceci est la 4e et dernière conférence de l'année qui clôture donc le 10e anniversaire des conférences Cordoba. Comme vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, le sujet que nous avons choisi cette année s'intitulait « En quoi les religions actuelles sont-elles différentes de la religion d'origine ?» Nous avons pensé à Cordoba, et pour rester dans la même thématique de l'évolution des religions dans le temps, qu'il pouvait être intéressant de poursuivre notre réflexion en nous projetant dans le futur, et donc d'essayer d'imaginer comment les religions pouvaient évoluer, se transformer ou non, dans ce monde en mouvement permanent. Chacune des religions monothéistes a bien évidemment sa propre histoire et sa propre évolution. Le judaïsme actuel a vu progresser de façon significative ces 70 dernières années. Le courant libéral dans le monde occidental, et ceci en conflit parfois violent avec le courant orthodoxe. Le judaïsme, nous ne le savons pas, pourra-t-il en être modifié? Comment cela pourrait-il se passer? Le monde catholique, quant à lui, assiste à un vieillissement, à une désertification de ses églises, alors que le monde protestant voit le nouveau courant évangéliste de plus en plus présent et actif. Quant à l'islam, de son côté, il va ressurgir un durcissement brutal des oppositions sunnites et chiites, que beaucoup espéraient atténuer et que d'autres découvrent, ainsi qu'un débat quant à son évolution dans la modernité. Qu'est-ce qu'il pourra en ressortir? Nous avons donc choisi d'intituler cette 4e et dernière conférence débat sur l'évolution des religions « Quel futur pour les monothéismes ?» Pour répondre à cette question, puis en débattre, nous recevons M. Jean-Christophe Attias, historien et philosophe du judaïsme, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, donc à la Sorbonne, pour la chaire de pensée juive médiévale. Nous recevons M. Frédéric Chavel, professeur de dogmatique à la faculté de théologie protestante de Paris et professeur à l'Institut catholique de Paris, que nous appelons bien souvent la Cato. Puis, un fidèle ami de Cordoba, je dis un fidèle ami de Cordoba, puisqu'il a été parmi nos premiers conférenciers, donc il y a une dizaine d'années, M. Khaled Bencher, docteur ès sciences, président de la Conférence mondiale des religions pour la paix, animateur de l'émission Islam sur France 2 et producteur de l'émission Questions d'Islam sur France Culture. Mais tout d'abord, peut-on imaginer un futur? Et si oui, quel peut-il être? Jean-Christophe Attias, si vous voulez bien commencer, comment voyez-vous l'évolution des monothéismes et plus spécialement en tant qu'historien et philosophe du judaïsme? Je vous remercie. Vous protestez si vous ne m'entendez pas. 3 grandes parties, vous dire un petit peu qui je suis et donc à quel titre je m'exprime ici. Ensuite, un petit retour en arrière qui me paraît indispensable. Qui sont les Juifs et où en est le judaïsme? Qu'est-il devenu au cours des 250 dernières années, ce qui, à l'échelle de son histoire, est une période relativement courte. Et donc, partant de cette espèce de diagnostic, voir quels sont les défis
des différents défis que le judaïsme et les juifs avec les autres vont être amenés à ce qu'il me semble à répondre. Et enfin, je vais formuler avec beaucoup de modestie quelques vœux. Alors, avec beaucoup de modestie et sans beaucoup d'espoir de les voir réalisés, mais bon. Alors, qui je suis? Je ne suis pas un cadre communautaire, juif, j'entends. Je ne suis pas rabbin, ni théologien. Je ne parle au nom de personne. Et d'ailleurs, je ne connais pas beaucoup de juifs, finalement, qui accepteraient que je parle en leur nom. Je les en remercie, ça me donne une grande liberté de parole. Alors, on me dit, on m'a présenté comme historien et philosophe du judaïsme, plutôt historien, on me dit historien, oui, historien, donc pas prophète. Je rappelle quand même que c'est un job un peu risqué, ça peut se terminer mal. Et donc, j'ai même tenté l'expérience il y a un peu plus de 15 ans en publiant un ouvrage avec Esther Benbassa qui s'intitulait « Les Juifs ont-ils un avenir ?» La réception a été un peu fraîche du côté de la communauté juive, assez houleuse parfois, et donc j'ai bien constaté qu'il était des questions qu'il fallait aborder avec beaucoup de prudence si on ne voulait pas être malmené. Précisément, jouer les prophètes, c'est un peu dangereux. Alors je ne vais pas récidiver. J'ajouterai qu'à tout cela, donc ce que je suis, ce que je ne suis pas, quelque chose qui me paraît important, c'est que je suis un homme. Ça n'est pas anecdotique. Et je me permets d'observer quand même que 3 monothéismes sont ici représentés par 3 hommes. Alors je sais que l'association, et on nous l'a rappelé à l'instant, invitait des femmes. J'étais un tout petit peu troublé quand même à l'idée que nous allions parler sur, voire au nom des monothéismes, et que nous serions 3 hommes pour le faire. Ça me trouble un petit peu. Malgré tout, et malgré ce que je sais des activités de Cordoba, et j'y reviendrai, 3 monothéismes et 0 femmes à cette table, c'est un sujet. En fait, c'est peut-être une grande partie du sujet. Oui, je vous ai bien entendu. Il y avait 2 femmes, fort heureusement. Mais je pense qu'elles peuvent aussi parler de l'avenir. Alors, moi, je suis plutôt un chercheur, plutôt un enseignant. Je suis certes un juif, mais à l'histoire un peu singulière. Il m'arrive de m'exprimer en tant que tel, mais bon, je suis quand même d'abord un chercheur et un professeur, et donc un professeur de doute, ce qui n'arrange rien. Je n'enseigne pas des certitudes, j'enseigne plutôt à mes étudiants à douter de ce qu'ils savent ou croient savoir. Donc, qu'est-ce que je suis? Je suis un homme juif critique. Donc c'est ce qui est peut-être une espèce en voie de disparition, c'est ce que certains prétendent, à savoir le fait d'assumer un peu de l'héritage en tant que juif, de l'aborder avec un sens critique aussi développé, aigu que possible. Ça c'est déjà plus compliqué à assumer, mais bon, je vais l'assumer devant vous. Alors, cette petite introduction, vous disant un petit peu qui vous parle, je reviens aux 2 parties importantes de mon propos. Qui sont les Juifs et où en est le judaïsme? Qu'est-il arrivé aux Juifs et au judaïsme depuis, grosso modo, 250 ans? Et on parle d'un petit nombre de gens, c'est-à-dire on parle d'une démographie modeste, mais de gens dispersés quasiment sur toute la surface du globe. Vivant dans des communautés, on parle de communautés implantées aussi bien en Europe occidentale qu'en Europe orientale, autour du bassin méditerranéen, en Orient, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, et même dans des contrées plus lointaines ou apparemment plus exotiques. Donc on parle de quelque chose, d'une réalité extraordinairement éclatée, diverse, et qui a subi, donc au cours des 2 siècles et demi qui s'achèvent, qui ont connu des bouleversements considérables. Alors, je voudrais les rappeler, ça me semble très important pour comprendre où nous en sommes et ce qu'on peut envisager pour l'avenir. Alors, premier grand bouleversement, au cours des 2 derniers siècles, d'immenses mouvements migratoires. D'immenses mouvements migratoires qui peuvent être contraints. On peut migrer, poussé par la persécution, ou pour échapper à la misère, ou des mouvements migratoires volontaires. Par exemple, on peut émigrer et s'installer en Palestine
ou en Terre Sainte pour des raisons, on va dire, positives, pas simplement parce qu'on est chassé par le milieu d'où l'on vient, mais parce qu'on veut construire là quelque chose de neuf. Donc de véritables bouleversements induits par ces mouvements migratoires d'est en ouest. Le grand mouvement migratoire, c'est la fuite des Juifs d'Europe orientale vers l'Europe occidentale et avec comme horizon en fait plutôt l'Amérique du Nord. Des mouvements migratoires d'est en ouest, donc, et aussi du sud vers le nord. Et puisque nous sommes en France, bien avoir à l'esprit, notamment, que de grands mouvements migratoires ont eu lieu d'Afrique du Nord en Europe et spécialement en France, mais aussi au Maroc et bien sûr en Israël. Donc des mouvements migratoires qui ont été induits notamment par tout un processus de décolonisation, les Juifs finalement partant, parfois avec un certain décalage, dans le sillage des anciens colons, sans que pour autant eux-mêmes aient été des colons. Et puis, bien sûr, de grands mouvements migratoires hors des pays arabes et musulmans. Je n'entrerai pas dans le débat de savoir s'ils ont été chassés, s'ils sont partis volontairement. Ça, c'est un sujet en soi très, très complexe et aussi très débattu. Le fait est que les pays arabes et musulmans se sont très largement vidés de leurs juifs. Et c'est une chose qui, évidemment, est un bouleversement pour les juifs qui sont partis et qui se sont installés ailleurs, notamment en Israël, mais pas seulement. Mais c'est aussi un bouleversement pour les sociétés arabes et musulmanes, puisque c'est un élément de diversité et de complexité qui tout d'un coup se trouve évacué ou devenu ultra minoritaire et marginal. Alors il y a toujours des juifs en Iran, il y a des juifs en Turquie, il y a des juifs, quelques petites populations juives en Afrique du Nord, au Maroc, mais ça reste très... je ne voudrais pas le dire de manière désagréable, mais c'est résiduel. Enfin, ce sont de toutes petites choses, des survivances en quelque sorte. Et ça, c'est un élément de bouleversement considérable pour les Juifs. Premier élément, donc, mouvement migratoire. Deuxième chose importante, c'est l'entrée progressive des Juifs dans la modernité. Alors, qu'est-ce que ça a signifié pour les Juifs? C'est, dans certaines sociétés, la possibilité d'accéder à la citoyenneté. Ça a été le cas en France, ça a été le cas petit à petit en Europe, ça a été le cas aussi en Amérique du Nord, et c'est devenu une règle relativement quasi universelle, sauf dans les pays musulmans où les choses se sont passées différemment et plus lentement. Et, donc, un accès progressif à la citoyenneté, donc à une participation pleine et entière et individuelle. Pour un juif, devenir citoyen, être reconnu comme tel, c'est finalement devenir un individu et avoir un rapport direct avec, par exemple en France, la République, et un rapport exclusivement personnel, individuel et volontaire à sa communauté d'origine éventuelle. Donc ça, c'est un changement progressif qui intervient à des rythmes variés selon les pays d'Europe et selon les pays en règle générale. Et donc, une émancipation, puisque c'est le mot que l'on utilise pour parler de ce phénomène, qui peut s'accompagner, qui s'est effectivement accompagné d'une sécularisation, d'une prise de distance avec, disons, la vie juive traditionnelle telle qu'elle était pratiquée, vécue jusque-là. Sécularisation, acculturation, à savoir adoption en quelque sorte des codes culturels, de la langue aussi parfois, concrètement, de la société dite d'accueil ou de la société majoritaire. Éventuellement des processus d'assimilation, l'assimilation étant un renoncement volontaire ou, disons, suggéré à ces attaches originelles. Donc ça, c'est un bouleversement considérable, et il s'accompagne pour le judaïsme d'une diversification en son sein des courants, on va dire, idéologiques juifs eux-mêmes. À savoir, vous voyez apparaître, dans le sillage de ce mouvement-là, un judaïsme ultra-orthodoxe, qui est quelque chose de très moderne, un judaïsme orthodoxe, qui se définit comme tel, un judaïsme libéral ou réformé, on vous en a sans doute déjà parlé lors d'une conférence antérieure. Vous avez donc
une grande diversification de ces courants internes au judaïsme et qui peuvent avoir les uns avec les autres des rapports particulièrement conflictuels. Hein, c'est le cas, effectivement, on le voit, y compris dans la société israélienne, mais aussi bien au dehors. Les rapports ne sont pas toujours très paisibles hein, entre orthodoxes, ultra-orthodoxes d'un côté et réformés. La grande question, par exemple, qui peut les opposer, c'est de savoir comment est-ce qu'on accepte hein, de nouveaux convertis. Alors, chez les réformés, c'est plus souple, hein, on est plus accueillant. Chez les orthodoxes, et spécialement chez les ultra-orthodoxes, on est beaucoup plus sur des positions fermes et traditionnelles. On peut éventuellement accueillir, mais on met beaucoup d'obstacles à cette entrée. Donc il y a beaucoup d'autres questions, y compris, notamment, et ça je voudrais en parler, ça me semble un troisième élément de bouleversement. Donc on a vu hein, mouvement migratoire, 2, l'entrée dans la modernité, 3, l'accès des femmes au savoir. Ça me paraît fondamental. Accès des femmes juives comme des femmes non juives dans les sociétés où elles vivent au savoir profane, l'entrée dans l'école, par exemple en France, l'accès à l'école de la République, mais aussi, et ça devient très intéressant pour le judaïsme lui-même, accès des femmes au savoir juif, au savoir traditionnel. Alors c'est quelque chose qui reste encore, on va dire, minoritaire, qui n'est pas forcément toujours bien perçu dans certains courants orthodoxes ou ultra-orthodoxes, mais cet accès des femmes au savoir, c'est un mouvement qui a maintenant plus d'un siècle, je dirais quasiment un siècle et demi, et on voit effectivement apparaître, notamment dans le judaïsme réformé, ou dans des variantes de ce judaïsme réformé, des personnalités de femmes savantes. Donc l'accès au savoir, c'est aussi déjà tout de suite l'accès au pouvoir, et c'est un vrai bouleversement, en tout cas c'est un vrai bouleversement pour les hommes juifs, et pour le judaïsme en général. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on observe ça pas seulement dans les milieux réformés, libéraux, mais aussi dans les milieux orthodoxes. À savoir que les femmes ont commencé déjà depuis un moment, à prendre une part beaucoup plus active à la vie de leur communauté et du judaïsme orthodoxe, voire ultra-orthodoxe. Alors la grande différence, c'est que ce n'est pas sur un... Ça se construit sur un principe différentialiste. Hein. Chacun sa fonction. Hein. Les hommes ont une fonction, les femmes en ont une autre, qu'on valorise éventuellement, qui leur permettent de s'exprimer, mais qui reste quand même très marquée, hein, comme féminin, on dirait aujourd'hui, genré. Donc cet accès, ce bouleversement de l'équilibre entre les hommes et les femmes dans le judaïsme, partout dans le judaïsme, me semble un troisième élément très, très important. Alors, ce qui a aussi bouleversé l'existence juive à l'époque contemporaine, c'est une vague sans précédent d'antisémitisme et une catastrophe majeure sur laquelle je ne reviens pas, qui est le génocide, hein, la Shoah, dont les effets ne seront jamais effacés. Des effets d'ordre démographique, hein, vous avez des pans entiers du judaïsme qui ont purement et simplement disparu en terre européenne, disparition de secteurs entiers et de population entière du judaïsme contemporain, et puis quelque chose de plus profond, hein, dont on sent les effets, y compris chez des gens qui ne sont pas directement les héritiers de cette histoire tragique, une perte de confiance en la possibilité d'un avenir serein et pacifié en exil. Je mets exil entre guillemets. Les Juifs doutent, pour de bonnes raisons, parfois aussi pour de mauvaises raisons, je n'en sais rien, mais souvent pour de bonnes raisons, de la garantie de leur avenir en terre, on va dire, en terre non juive. Hein. Et les vagues d'antisémitisme renouvelées dont on parle aujourd'hui ne sont pas là pour leur redonner cette confiance. Ça me paraît très important. Et l'autre, je vais dire, le cinquième grand changement, je pense que vous avez remarqué qu'il manquait quelque chose dans mon tableau, le cinquième grand changement pour le judaïsme et les juifs à l'époque contemporaine, c'est l'accès à l'expression nationale, c'est le nationalisme. Les juifs ont finalement fait, avec un léger décalage dans le temps, mais pas si grand, ont connu une évolution comparable à celle des nations européennes. Alors, il y a eu toute forme de nationalisme juif. Hein, celui qui, en quelque sorte, a finalement triomphé, s'est imposé à la fois comme modèle et en tant que réalisation concrète, c'est le sionisme, mais ce n'est pas la seule forme de nationalisme juif qui se soit exprimée, hein, mais c'est la seule
dont il reste quelque chose de concret. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec le sionisme? C'est l'accès à une organisation étatique, ce qui, pour les Juifs, comme collectivité, est effectivement quelque chose de très nouveau. C'est ce que certains présentent comme un retour aux politiques. Là-dessus, nous pourrions en parler. Et aussi, c'est l'émergence d'un pôle de pouvoir au sein de la diaspora, en principe laïque, mais on en reparlera sûrement, qui est l'État d'Israël, qui aspire en quelque sorte à assumer une forme de leadership juif mondial. Mais l'État d'Israël, comme tout État, travaille d'abord pour lui et ses propres intérêts, et il peut éventuellement instrumentaliser à son bénéfice la diaspora dont il prétend être il aspire à être en quelque sorte la référence. Alors, il me semble que, sans porter le moindre jugement de valeur sur tout ce que je viens de dire, ce sont les grands bouleversements qui ont affecté la trajectoire du judaïsme et l'histoire et la condition des Juifs à l'époque contemporaine. Alors, quels sont les grands défis à relever pour l'avenir? Donc, je n'en suis pas encore au vœu, là, je suis au défi. Je pense qu'il y a un défi d'ordre religieux. Quelle place pour la religion et sa pratique dans la définition de l'identité juive? Je pense que c'est une vraie question. Il y a beaucoup de Juifs qui se disent laïcs, ou qui le sont de fait, et qui ne mettent pas la religion ou la pratique religieuse, encore moins la foi, au cœur de leur identité. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Quel est l'équilibre entre cette définition laïque, on va dire, voire athée, on parle de juifs athées qui se considèrent comme juifs bien qu'ils ne croient en rien. Enfin, c'est pas sûr qu'ils ne croient en rien, mais ça c'est un autre sujet. Quelle place pour les clercs, on va dire les rabbins, dans l'organisation des pouvoirs? Et c'est une vraie question en diaspora, et c'est évidemment une grande question en Israël. Deuxième défi, un défi communautaire. Qu'est-ce qu'on fait de la vie communautaire? Alors en Israël, c'est un autre sujet, on a affaire à un État, c'est à une démocratie qui a beaucoup de défauts certes, mais qui fonctionne comme une démocratie, et un petit peu, qui évoque des démocraties comme celle de l'Occident. Mais en France, quel est le véritable défi, me semble-t-il, pour les Juifs par exemple? C'est de savoir s'ils sont capables, en leur sein, et surtout au sein de leurs propres institutions, ils sont capables d'assumer un certain dissensus. À savoir, est-ce qu'on est capable, à l'intérieur même, on va dire, de l'univers juif, de la communauté juive au sens très large, un peu flou, est-ce qu'on est capable d'assumer une grande variété de positions, de véritables oppositions, de véritables conflits d'ordre idéologique et politique? Je ne suis pas sûr que nous soyons tirés d'affaire de ce point de vue-là. Un défi culturel. Je pense que les migrations, les mouvements migratoires d'une part et l'intégration des Juifs aux sociétés dans lesquelles ils vivent a provoqué une espèce de délitement de la culture juive, qui parle encore aujourd'hui une langue juive. Pour le quotidien, dans le quotidien, il y en a pratiquement plus, il y en a encore bien sûr, mais il y en a certes beaucoup moins. Donc, la langue, les langues juives, ça peut être judéo-arabe, yiddish, enfin il y a toutes sortes de variantes. La disparition et l'extinction progressive de ces langues, elle est un symptôme d'un étiolement probablement de ce qu'on peut appeler la culture juive. Et puis l'autre grand aspect de la question, c'est quel rapport, quel lien entre la culture israélienne, qui n'est pas seulement une culture juive, et les cultures juives de diaspora. Ça, c'est le troisième grand défi. Il y a un défi de genre, mais je ne vais pas y revenir, j'en ai parlé tout à l'heure. Quelle place pour les femmes dans ce système, dans cette organisation, quelle place pour les femmes dans la reformulation des doctrines, dans l'action, dans la prise de responsabilité, dans l'accès aux postes de représentation et de pouvoir. Ça me semble majeur. Enfin, le grand défi, il me semble, politique, c'est les rapports entre Israël et la Palestine, d'une part, et entre Israël et la diaspora, d'autre part. Nous vivons sur un conflit non résolu, qui ne fait que se durcir et dont on ne voit pas venir là, maintenant, à court terme, la résolution. Et c'est un conflit qui, en quelque sorte, perturbe les rapports d'Israël et de la diaspora, perturbe les rapports d'Israël avec son environnement immédiat, qui est l'environnement du monde arabe et musulman. Et je pense que une des questions qu'il faudra sans doute se poser, c'est quel rôle éventuel la diaspora, qui est un petit peu en retrait, même si elle a beaucoup de liens avec Israël, quel rôle la diaspora est-elle capable de jouer, ou d'essayer de jouer, dans la résolution du conflit,
en étant plus qu'un allié inconditionnel d'Israël, un partenaire en quelque sorte qui modère et tempère les oppositions. C'est une question que j'ouvre. Et enfin, je pense que le grand défi que le judaïsme et les juifs doivent relever à l'avenir, c'est l'équilibre entre, d'une part, l'affirmation d'une singularité, voire d'un singularisme, hein, une espèce de quant à soi, hein, et quel équilibre entre cette affirmation, en quelque sorte, d'une singularité qu'on refuse de gommer, sans doute à juste titre, et le refus du repli. Parce que c'est l'autre tentation, effectivement, c'est une tentation dont on voit les effets dans certains milieux. Et quelle place le judaïsme et les juifs font-ils à un horizon véritablement universel, une universalité de projet, avec les autres monothéismes, bien sûr, mais pas seulement, entre juifs et non-juifs, et avec les athées, bien entendu. Alors, pour terminer, et je pense que j'ai quasiment épuisé mon temps, peut-être que j'ai même un petit peu débordé, qu'est-ce que je dis pour conclure? Mais je ne vais pas conclure, évidemment, puisque ça serait dommage, et puis je m'engagerai sans doute un peu vite. Alors, un pronostic, je n'en fais pas. On verra bien. À chacun d'agir avec sagesse là où il se trouve et avec d'autres. Cela dit, je ne suis pas spécialement optimiste. En quoi, me semble-t-il, je suis vraiment juif. Je ne suis pas optimiste et je pourrais éventuellement au cours du débat vous dire pourquoi je ne suis pas optimiste. Le pessimisme, c'est à la fois la capacité d'un diagnostic un peu distancié, et puis c'est aussi un aiguillon, hein, parce que si on voit les choses mal s'engager, ben c'est une incitation à agir pour les faire prendre un nouveau pli. Alors, une recommandation, donc pas de pronostic, est-ce que je ferais une recommandation? Ne pas tout, je vais probablement embêter quelques personnes ici, mais ne pas tout attendre et ne pas attendre trop de ce qu'on appelle le dialogue interreligieux, mais là c'est un peu une provocation, hein, c'est assumé comme tel. Vous allez sûrement m'interroger là-dessus. Je pense qu'il faut y réfléchir. Faire trop confiance, attendre trop du dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux ne peut pas tout résoudre. Il ne peut pas nous permettre de surmonter tous les conflits. Je pense que même c'est parfois une façon de mettre les conflits sous le tapis, mais on en reparlera. Alors, pas de pronostic, une recommandation de prudence et un vœu. Eh bien, alors j'ai un tout petit vœu, qu'à la prochaine cérémonie des vœux du président de la République aux représentants des cultes, il y ait autant de représentantes que de représentants. Il me semble qu'au mois de janvier, il y avait une femme. Elle devait être bouddhiste, à mon avis. Et c'était tout. Ça, c'est un petit vœu. Hein, il ne sera sûrement pas exaucé très vite. Et j'en ai un deuxième. Le vœu, c'est que nous rompions, juifs et non-juifs, avec nos obsessions, y compris avec celles qui nous réconfortent. Mais ça, c'est évidemment le plus difficile. Merci. Oui, alors merci, monsieur le professeur Athias. Nous avons noté votre pessimisme, oui, et le fait qu'on ne doit pas tout attendre du dialogue interreligieux, mais je crois que parmi nous et ceux qui sont principalement au fait de qui œuvrent à ce dialogue n'en attendent pas tout. D'ailleurs, je crois que dans quel domaine attendons-nous tout de quelque chose? Oui. Voilà. Absolument. Donc on verra ensuite. Absolument. Donc on verra ensuite lors des questions. Donc je passe la parole à monsieur le professeur Chavel. Et comment voit-il l'évolution? Merci. Alors, tout comme mon collègue qui vient de s'exprimer, moi aussi je suis situé, mais je vous le dis juste en quelques mots pour faire simple, parce que j'ai autre chose à vous dire au-delà de ça, mais moi je suis évidemment situé, je suis pasteur et théologien, je me définis comme un théologien d'église, c'est-à-dire que ma théologie et mon ministère, mon engagement ecclésial sont deux parts distinctes de mon engagement, mais qui chacune détruit et reconstruit l'autre part.
Et puis je suis situé dans le protestantisme, même si le protestantisme n'est pas déconnecté des autres christianismes. Alors j'en viens à notre propos. Tout comme Jean-Christophe Attias, moi aussi en lisant l'invitation que vous nous formuliez, je me demandais si vous attendiez que je joue pour vous au prophète. Et je me suis dit que je n'allais pas faire ça. Et un peu à regret, parce qu'en fait j'aime bien faire le prophète, et c'est même une part de mon engagement, puisque en tant que prédicateur, quand on prêche, quand on assume un ministère pastoral dans une communauté, on se doit d'entrer dans un jeu avec une parole prophétique, alors qui n'est pas que la nôtre, mais on doit entrer dans ce jeu de la prophétie et parler avec une communauté précise d'un avenir et des responsabilités qu'elle a. Simplement là, j'ai vu que sur l'affiche qui nous invitait, il n'était pas exactement question d'un avenir, mais plutôt du futur. Donc un registre moins de responsabilité, plus un registre de prospective, un peu plus posé. Et donc j'ai compris que vous n'appeliez pas le pasteur et prédicateur, mais que vous appeliez le théologien et l'universitaire. Alors, en termes d'analyse, que peut-on dire du point où se situe le christianisme? Alors, me poser cette question, ça m'intéresse tout particulièrement aujourd'hui parce que, en tant que protestant, je sors d'une année, l'année jubilaire de 2017. Pendant une année, on a fait des conférences sur les échos des 95 thèses de Martin Luther en 1517 et de la manière dont le christianisme s'y retrouvait ou pas en 2017. Or, en portant le focus sur cette période, on peut voir notamment que la spécificité de la réforme protestante qui émerge en 1517, ou autour de 1517, c'est que c'est un remaniement du christianisme à un moment où l'histoire européenne est à un changement d'ère, un changement d'époque. Et précisément aujourd'hui aussi, on est à un changement d'ère, à un changement d'époque. J'ai amené, comme j'ai omis de transmettre à nos organisateurs des éléments de ma biographie, j'ai amené juste là dans mon sac une petite édition de textes de Luther, une anthologie que j'ai fait paraître avec un collègue cette année. Et ceux d'entre vous qui liront, ça s'appelle, c'est aux éditions Labor et Fides, Martin Luther, une anthologie. Dans la présentation que je fais de ces textes, vous pourrez trouver justement quelques lignes sur la manière dont nous sommes aujourd'hui à un changement d'époque, comme Luther était à un changement d'ère. Pour le dire en un mot, Luther, comme vous le savez, était sur un âge médiéval finissant et on était en train de chercher ce qui allait devenir la modernité. Et nous, exactement de la même manière, on est sur une modernité agonisante et on ne sait pas quel nom on doit donner à ce qui est en train d'advenir. Donc, puisque nous sommes à l'entrée d'une nouvelle ère, manifestement, ou en tout cas, on est à la sortie d'une ère qui ne fonctionne plus, ça c'est certain. Quels problèmes et quelles pistes de travail sur ces problèmes? Alors j'en ai pointé 4, puisqu'on est obligé d'être court, 4 parmi une multitude d'autres, et j'espérais d'avance que mes deux autres conférenciers, que nos discours d'une certaine manière se compléteraient, parce qu'il y a tellement de problèmes qui se posent à nous aujourd'hui qu'on est obligé d'être sélectif. Jean-Christophe Attias a parlé de la question des femmes, qui est effectivement décisive, dont je ne vous parlerai pas du tout, mais j'aurais pu en parler, effectivement. Bon, donc j'ai sélectionné 4 problèmes. Première situation, premier changement.